samedi 14 février 2015. Au passage, bonne Saint-Valentin à tous, bienvenue dans le grand show de l'info. Avec cette semaine, le Venezuela, puissance pétrolière confrontée à la chute du prix du pétrole qui est dans le rouge. Moscou en avant vers le tout connecté, que ce soit sous terre ou sur terre. Les tapas, petite révolution gastronomique devenue référence en Espagne. Et puis comme chaque semaine, ce sera le récap. Le Venezuela, puissance pétrolière confrontée à la chute du prix du pétrole, est en pleine tempête économique entre récession et inflation galopante. Alors que le président Nicolás Maduro réalise une tournée des pays producteurs de pétrole pour évoquer la situation, les Vénézuéliens, eux, redoutent que la situation n'empire. Le signe le plus visible de la mauvaise santé économique du Venezuela, ce sont ces files d'attente interminables à l'entrée des supermarchés. Près d'un tiers des produits de première nécessité sont en pénurie et les habitants voient leur pouvoir d'achat se réduire à vue d'œil, alors que l'inflation a atteint 64% cette année, selon la Banque centrale. L'eau minérale est vendue 2 $ le litre, alors que l'essence coûte environ 100 fois moins cher. Ils offrent l'essence, mais la nourriture est extrêmement chère et on ne trouve rien, même pas du lait ou des couches. Je ne crois pas que les choses vont s'arranger à cause de la baisse des prix du pétrole. Et je crois que le gouvernement n'a plus rien à offrir s'il ne peut pas permettre aux gens de travailler et d'acheter comme il se doit. Les prix du brut ont diminué de plus de la moitié depuis juin dernier, une catastrophe pour un pays pétrolier déjà en perte de vitesse économique et qui importe quasiment tout ce qu'il consomme. Le président Nicolás Maduro, successeur du défunt Hugo Chávez, s'est rendu en Chine et dans plusieurs pays producteurs de pétrole en quête d'un soutien financier. Mais les Vénézuéliens, eux, sont désabusés. La popularité du président n'a jamais été aussi basse. Les Vénézuéliens et les étrangers qui vivent ici sont dans le doute complet parce qu'ils n'ont pas cessé depuis l'année dernière de passer de nouvelles mesures. Selon certaines agences de notation, le Venezuela serait désormais proche du défaut de paiement. Les économistes critiquent très durement les dernières mesures du gouvernement, comme la création d'un fonds de réserve jugé inefficace. Le gouvernement joue avec une politique d'inaction qui fait que la dégradation du pays s'aggrave. Les spécialistes prévoient que Caracas devra bientôt dévaluer le bolivar pour compenser l'effondrement du pétrole, une mesure qui devrait encore faire grimper les prix et chuter le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Le métro de Moscou, ses immenses portraits de Lénine, ses stations joyaux de l'architecture soviétique et maintenant son réseau Wi-Fi très haut débit. À l'image de son réseau souterrain, la capitale russe effectue un bond en avant vers le tout connecté. Ces stations comptent parmi les plus luxueuses du monde, des joyaux d'architecture qui, partout, portent les marques de l'histoire soviétique. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car le métro de Moscou est l'un des plus high-tech au monde. Le Wi-Fi y a fait son apparition il y a presque un an, et aujourd'hui, presque 1 million de passagers se connectent chaque jour. Ce projet est unique. Les récepteurs de Wi-Fi sont installés à l'intérieur des wagons du métro et des relais spéciaux sont installés dans les tunnels. Ça permet de se connecter au Wi-Fi, pas dans les stations, mais à l'intérieur de la rame pendant que le train roule. Du Wi-Fi qui fonctionne dans un métro en mouvement, un système sans équivalent dans le monde selon son constructeur. 215 km de tunnels sont couverts aujourd'hui et la totalité du réseau d'ici la fin de l'hiver. Un projet à 17 millions d'euros. Dans les wagons, les smartphones et les tablettes en tout genre ont détrôné les bons vieux journaux. Et en plus du Wi-Fi gratuit, le système propose des livres électroniques à télécharger, des chaînes de télévision à regarder en direct, des films gratuits et même des jeux vidéo en ligne. Cette révolution numérique, Moscou l'a faite depuis le début des années 2000, notamment grâce à l'impulsion de Yandex.
Surnommé le Google russe, 5500 employés et coté 8 milliards de dollars en bourse. Yandex est devenu bien plus qu'un moteur de recherche. En effet, le géant russe a révolutionné certaines habitudes comme les taxis en faisant office d'intermédiaire entre les clients et les chauffeurs bien avant l'apparition de sociétés comme Uber. Quelques tapes sur son téléphone suffisent à commander une voiture. L'application gère jusqu'à 1 million de trajets par mois. Il y a beaucoup de circulation à Moscou, beaucoup de bouchons. Et avant, si vous appeliez un taxi, il fallait attendre 1 heure, ou même 2 en décembre avant d'avoir une voiture. On a agrégé 20 sociétés de taxi, puis 200, et là ça a fait boum. 10 000 voitures sont en ligne et peu importe où vous vous trouvez, même en décembre, vous avez un taxi en 7, 5 ou 10 minutes. Et ça a été un énorme succès. Et après la révolution des taxis, Yandex vient de lancer un nouveau service pour les particuliers qui veulent réaliser de petits travaux chez eux, trouver un réparateur ou des déménageurs. Une idée qui a germé dans la tête de Lev Voloz, le monsieur innovation de la société. Nous n'avons peur de personne, Google ou d'autres. Ce qui pourrait nous faire concurrence, ce serait plutôt d'autres entreprises locales qui parlent russe, qui peuvent ouvrir leurs bureaux et créer leur start-up. Moscou, la super connectée, reste un cas unique en Russie avec Saint-Pétersbourg. Rien à voir avec le reste du pays, beaucoup moins développé. Un marché russe pour les Russes, difficile à comprendre pour les startups étrangères. Des innovations rendues possibles grâce à une bonne formation des étudiants et à une législation plus flexible qu'ailleurs en Europe. De quoi rendre jaloux les autres grandes capitales occidentales. Les tapas, réinventées par les grands chefs ou dans de petits ateliers de cuisine, elles trônent dans les concours internationaux ou bars du coin. Les tapas sont donc devenus les stars de la nouvelle gastronomie espagnole. Reportage. Elle se picore seule, en amoureux ou entre amis. Les tapas, ou ces petites amuse-gueules garnies de 1001 ingrédients, sont une institution en Espagne. Symbole de la convivialité du pays, elles accompagnent inévitablement et gratuitement toutes les boissons dans le bar ou le restaurant. Au marché de San Miguel de Madrid, on en achète de toutes sortes et pour tous les goûts à déguster sur place. En Espagne, c'est très typique les tapas avant d'aller manger. On prend une bière ou du vin. C'est typique pour ouvrir l'appétit. C'est entrer en contact avec d'autres personnes, parler, communiquer, c'est l'ambiance. À notre réception de mariage, il y aura des tapas. Les tapas remontent au Moyen-Âge. À l'époque, c'était de petites tranches de charcuterie posées sur les verres de vin pour les protéger de la poussière ou des insectes. Mais depuis une quinzaine d'années, les plus grands cuisiniers espagnols revisitent cette petite gourmandise aux origines modestes. Certains ont même ouvert des restaurants spécialisés aux tarifs plus accessibles que leurs établissements étoilés. Toute notre génération s'est impliquée d'une certaine manière pour se rapprocher du monde des tapas, pour donner du prestige à cet univers, et en proposer dans d'autres restaurants qui seraient un peu ce qu'a été en son temps pour nos collègues et pour nos maîtres français, le concept du bistrot. Un concours international de tapas est même organisé chaque année à Valladolid. Dans le jury, des chefs et des experts gastronomiques d'une douzaine de pays. Autre signe de cette seconde jeunesse, des écoles privées de cuisine qui proposent des ateliers collectifs de tapas créatives pour apprendre à les préparer. L'engouement est donc réel et le profil des apprentis très varié. Comme il y a plus de recettes que dans un menu normal, tu peux avoir plus d'idées que dans un menu classique. Et c'est plus créatif aussi. Tu peux expérimenter davantage. Là encore, la tradition est respectée, bonne humeur et convivialité sont de mise. Et bien sûr, le cours se termine par la dégustation. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Dans l'actualité cette semaine, le Parti Socialiste qui a remporté dimanche la législative partielle pour la 4e circonscription du Doubs. C'est Frédéric Barbier, ami de Pierre Moscovici, qui a remporté ce second tour avec 51,47% des voix.
HSBC se retrouve une nouvelle fois sous les feux des critiques. 6 ans après les premières révélations sur les pratiques de sa filiale suisse, l'enquête publiée lundi par le journal Le Monde apporte des preuves accablantes pour la première banque britannique. Réalisée à partir des fichiers volés en 2007 par Hervé Falciani, un ancien de HSBC en Suisse, réfugié en France, elle dévoile comment l'établissement couvrait ses clients fortunés qui cherchaient à échapper l'impôt dans leur pays d'origine. Plus de 180,6 milliards d'euros ont transité en secret entre 2006 et 2007. Jacques Dessange, Arlette Ritchie, le roi du Maroc Mohamed VI ou encore Phil Collins sont mis en cause. En France, les noms de Gad Elmaleh, Jean-Pierre Coff, Amélie Maurismo et Christophe Dugarry sont sortis dans Le Monde. Barack Obama a déclaré mardi avoir eu la confirmation de la mort de l'otage américaine Kayla Mueller, qui était aux mains des djihadistes du groupe d'État islamique. Vendredi dernier, l'État islamique avait affirmé que cet otage avait été tué lors d'un raid entre l'aviation jordanienne et l'État islamique mené en représailles à l'assassinat d'un de ses pilotes. Âgée de 26 ans et originaire de l'Arizona, Kayla Mueller travaillait pour une ONG turque. Elle avait été enlevée en août 2013 alors qu'elle quittait un hôpital d'Alep dans le nord de la Syrie. L'audition de Dominique Strauss-Kahn s'est achevée jeudi devant le tribunal correctionnel de Lille sans que la ligne de défense de l'ancien directeur du Fonds monétaire international, qui dément tout proxénétisme, soit véritablement mise à mal. Soupçonné d'avoir été l'instigateur de rencontres avec des prostituées organisées entre 2008 et 2011 par ses amis à Lille, Paris, Bruxelles et Washington, DSK nie avoir été à l'origine des parties fines auxquelles il a participé et dit n'avoir jamais connu la qualité de participante. Les juges ont notamment retenu contre lui la mise à disposition d'un appartement à Paris et des échanges de SMS qui démontrent, selon l'accusation, qu'il a favorisé la mise en place d'un système visant à satisfaire ses besoins sexuels. Le cinéma et le monde politique ont salué mercredi la mémoire de l'acteur Roger Hanin, célèbre notamment pour avoir incarné le commissaire Navarro à l'écran. Il est mort à l'âge de 89 ans et il a tenu pendant 18 ans le rôle de Navarro, la série phare de TF1. Les dirigeants de l'Union européenne ont exprimé jeudi un soulagement teinté de prudence après le compromis conclu à Minsk pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de l'Ukraine et n'ont pas exclu la possibilité de nouvelles sanctions en cas de non-respect de cet accord. La France a conclu avec l'Égypte un accord pour la vente de 24 avions de combat de Rafale. Voilà ce qu'a annoncé jeudi François Hollande, le premier contrat à l'export pour cet appareil lancé il y a maintenant un quart de siècle. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, signera lundi au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ce contrat qui porte aussi sur la livraison d'une frégate multimission et de missiles, ce qui paraît de bon augure pour un autre contrat en cours de discussion avec le Qatar, portant sur 24 avions et une option sur 12 autres. Le dialogue progresse, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Et puis on termine par l'étape décisive vers la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024. Paris a réalisé un pas décisif vers une candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 avec la présentation d'une étude réalisée par le mouvement sportif qui semble en mesure de vaincre les réticences des autorités de la capitale. Malgré les doutes sur le coût réel de l'événement, la maire Anne Hidalgo, qui n'a jamais caché ses réserves quant à la pertinence d'une candidature, a cédé du terrain ces derniers jours aux partisans de Paris 2024, au premier rang desquels François Hollande et encore plus jeudi. Les Jeux Olympiques qui pourraient coûter pour le moment 6 millions d'euros à la capitale parisienne. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur le grand show de l'info.fr et n'oubliez pas qu'on se retrouve sur notre radio partenaire Radio One, radio-one.fr, demain dimanche à 19h pour le Sunday Time. On le reviendra encore plus en profondeur sur l'actualité de la semaine avec tous nos différents chroniqueurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et nous, on se retrouve donc samedi prochain pour le grand show de l'info. Salut à tous.